Bonjour à toutes et à tous, une nouvelle semaine qui démarre aujourd'hui lundi 17 octobre et nous sommes ensemble pour commenter l'actualité comme tous les jours du lundi au vendredi. Cette semaine, à noter, nous n'irons pas, mais Sud Radio en grande partie sera au salon. Non, on dit pas le salon de l'auto, ça c'est ringard et c'est vieux, au mondial de l'automobile. Voilà, il y aura la matinale, Jean-Jacques Bourdin, André Berkoff. Nous on reste en studio, on garde la maison. Alors aujourd'hui pour débattre, Mickaël Darmon, bonjour. Mickaël, bonjour. Journaliste politique chez i24 News. Vous avez publié Les secrets d'un règne dans les coulisses d'un quinquennat de crise et aux éditions L'Archipel. Samy Sfaxi, vous êtes journaliste politique, bonjour à vous. Bonjour Valérie. Paul Midi, député Renaissance de l'Essonne. Bonjour. Bonjour. Et Nicolas Corato, bonjour. Président fondateur Valérie, du think tank Place de la République. Merci d'être avec nous. On va en grande partie évidemment parler de la situation sociale en France, des pénuries, des grèves, de la marche du 16 octobre hier. Qu'en avez-vous pensé? Est-ce que c'est une réussite ou pas? J'entendais ce matin Alexis Corbière qui disait que c'était un immense succès. Grève générale vers un blocage du pays. Tous ces sujets avec vous. Commençons avec peut-être des sujets un petit peu différents. Nicolas Corato, commençons avec vous. Coup de cœur? Oui, c'est un coup de cœur pour un mouvement lancé par plusieurs psys contre ce qu'on appelle le Great Washing. Pardon, mon anglais est assez matinal. Non, très bien. C'est-à-dire cette forme de dictature de la bienveillance qui a conquis une grande part de nos civilisations et sociétés occidentales depuis une quinzaine d'années, et peut-être même certains milieux politiques. Vous avez dans les pages santé du Figaro un excellent article ce matin qui explique à quel point cette théorie vient finalement se confronter avec la réalité de ce que vivent une part de nos concitoyens. Et 85% des gens, selon une étude, selon des Français, considèrent que à cause de cette dictature de la bienveillance, ils sont obligés de réfréner ou de cacher une part de leurs émotions pour paraître heureux. Vous voyez, c'est ces incitations à être heureux ou à paraître complètement heureux. Et plusieurs psys expliquent, alors moi je ne suis pas psy, donc je ne partage pas les débats de chapelle psychanalytiques ou psychologiques, mais quand même, ça paraît assez intéressant, explique que finalement, à force de cacher ce qui ne va pas, à force de vouloir apparaître comme être heureux, on en arrive finalement à oublier les vrais problèmes et surtout à oublier de regarder l'autre tel qu'il est, voire même tel qu'il souffre. Et je pense qu'en cette période de rentrée sociale un peu heurtée, ce sujet devrait nous éclairer un peu tous. Il y a par exemple un grand patron qui témoigne dans cet article et qui dit, vous voyez, finalement j'en suis arrivé dans mon entreprise à des conseils externes qui me disaient, au lieu d'augmenter les salaires, achetez des baby-foot. Je ne sais pas si M. Pouyanné en est là dans les raffineries, mais effectivement, on voit bien la limite de cette stratégie de la bienveillance. Et cet article, que je trouve assez intéressant et assez résonnant par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, finit par cette phrase d'un psy qui s'appelle Yannick Descharmes et qui dit « La véritable bienveillance, c'est de prendre conscience des besoins de l'autre et d'essayer d'y répondre. » Je pense qu'on en est tous là aujourd'hui. Mais peut-être que c'est un baby-foot, la réponse. Ça coûtera moins cher un baby-foot que nous augmentation des salaires. Oui, mais entre bienveillance et bonheur, il y a une nuance, non? C'est un petit peu différent. Le bonheur, effectivement, c'est quelque chose, c'est une notion très particulière à laquelle nous tendons tous. La bienveillance, c'est peut-être une obligation sociale qu'on s'est imposée collectivement. Voilà. Vous avez un avis, Samy? On est dans une génération où Instagram a un peu pris le pas sur tout, une génération d'images, une génération où c'est vrai que sur les réseaux, vous postez uniquement les aspects très positifs et heureux de votre vie, et je suis assez d'accord avec cette analyse, cette injonction d'être plutôt heureux et de montrer en tout cas que tout va bien et que notre vie est formidable. Bienveillance était au programme d'Emmanuel Macron en 2017. Qui venait, parce qu'à l'époque où il venait de la gauche lointaine, il venait récécuper, je dirais, la théorie du care, donc du soin, bien sûr, voilà, en anglais, je vous laisse traduire, et qui effectivement était celle de Martine Aubry. Donc c'est un mouvement effectivement qui vient de loin, qui a pris ses racines, voilà, il y a quelques années dans cette espèce je dirais de réponse à ce qu'on a appelé en d'autres temps l'horreur économique, la violence économique. Je tempérerais quand même l'importance de la dictature de la bienveillance compte tenu qu'on fête en ce moment les 5 ans de MeToo, qui là pour le coup montre bien à quel point il y a une violence extrêmement puissante qui nourrit les entrailles de notre société. Je ne parle pas des commissions et des révélations sur l'inceste.
ni donc des crimes pédophiles dans l'Église. Donc globalement, c'est pas mal s'il y a un peu de bienveillance quand même. Ouais. Paul, Non, merci Paul de nous rappeler dit, d'ailleurs que Emmanuel Macron a porté ça depuis le début. Non, mais je l'ai conjugué au passé. Hein. Oui, mais on continue. Avec nous, un accent assez puissant sur le passé d'ailleurs. Avec Renaissance à porter ça, parce que c'est aussi une forme de tempérance, une certaine forme de modération dans une vie politique qui est très violente et qui est, à mon avis, d'autant plus violente que maintenant, moi, d'un côté, j'ai 90 députés RN, de l'autre, j'ai 100 députés LFI. Je peux vous dire que ça secoue à l'Assemblée nationale. Et parfois, un peu de bienveillance nous aiderait à garder des débats serein et utile. Passons à vous, Samy Sfaxi, votre coup de gueule. Oui, coup de gueule sur justement, alors c'est assez actuel puisque le président de la République est ce matin au mondial de l'auto. Coup de gueule contre le prix des voitures électriques en fait, parce qu'on nous dit d'acheter des voitures électriques, on nous impose de façon indirecte, en tout cas, ou détournée, cela dans les grandes villes avec toute la politique critère. Mais vous savez combien ça coûte une 208 électrique? J'ai encore vérifié ce matin, une 208 électrique de base, donc sans option, c'est 33 000 euros. Je sais pas, qui peut aujourd'hui acheter une 208 électrique à 33 000 euros? On n'est pas sur une espèce de caprice sociétal. Une 208, c'est une voiture, on n'est pas dans un affichage non plus d'une fortune cachée ou de quoi que ce soit. Donc aujourd'hui, c'est inaccessible. Il y a le bonus écologique dont va nous parler sans doute Paul, qui est à côté de moi, qui passe à 7 000 euros, mais malheureusement, ce bonus, il est souvent répercuté dans le prix en plus du constructeur, qui gonfle les prix avec ce bonus. Donc en fait, ça devient insupportable. Une Twingo, c'est je crois, entre 22 et 25 000 euros. Une Pareil, Twingo électrique. Les Fiat, les Smart ou en leasing, c'est 500 euros par mois. Donc si vous voulez passer à l'électrique, c'est impossible. C'est impossible, je suis d'accord. Paul, non mais vous avez raison de dire que ça reste très cher. C'est pour ça que d'ailleurs que le président de la République a annoncé ce matin d'augmenter le bonus écologique à 7 000 euros. Ça la rend pas moins cher. Non mais ça aide ceux qui la financent à la financer. Premier élément. Deuxième élément, ça restera toujours effectivement assez cher pour les foyers les plus modestes. Et c'est pour ça qu'on a, nous, proposé un leasing social, c'est-à-dire la capacité de prendre une voiture électrique en leasing pour moins de 100 euros par mois, évidemment sous condition de ressources. Et le président de la République a d'ailleurs annoncé ce matin qui serait mis en œuvre à partir de début 2024. Il y a un peu de travail pour y arriver. Voilà, c'est là que tout s'inscrit. Pardon, mais c'est là que tout s'inscrit parce que, vous parlez d'une proposition, donc vous proposez, je ne sais pas qui propose. Non, mais c'est le président de la République. Très bien, il propose, il demande pratiquement la permission à la technostructure, quoi, d'essayer de faire quelque chose, hein, ça c'est intéressant, pour lieu d'avoir une démarche d'autorité, de dire, voilà, je le fais et alignez-vous, parce que quelque part, effectivement, ça me semble être la seule mesure intéressante. Mais on comprend déjà que ça va être très difficile et que les sables mouvants vont continuer à se mettre en route pour je ne sais quelle raison. Mais on sent la prudence avec laquelle il a formulé ce qui, au fond, pourrait être la mesure la plus intéressante. Donc, on verra dans quelle mesure c'est facile de menacer de dissolution. C'est plus compliqué de tordre le bras à l'administration. Non, mais attendez, on n'est ni dans la dissolution ni dans tordre le bras à l'administration. On est dans une mesure qui est très opérationnelle. Soyons très simples. Pas le sentiment avoir une voiture électrique à moins de 100 euros par mois sous condition de ressources. Et par contre, c'est opérationnellement, il faut mettre en place ce système. Et c'est ça qui prend du temps. Il y a assez de fichiers, il y a ce sera début 2024, sera mis en place. Pardon, mais quid des classes moyennes, en fait, parce que ce leasing social, si il est accordé, attribué aux populations les plus défavorisées, très bien sûr, c'est une bonne chose et je pense qu'on peut s'en féliciter. Mais le problème, c'est qu'il y a un entre-deux entre ceux qui peuvent se payer ce genre de véhicule de façon assez facile et justement ces populations-là. Et cette classe moyenne, elle a été un peu abandonnée, c'est vrai, ces derniers mois et ces dernières années. Il y a plusieurs réactions. Juste, je vous donne la parole. Stéphane nous dit essence versus électrique sur un trajet Paris-Nice, 3 euros d'écart sur le plein, 123 essence, 125 électrique. Frédéric nous dit l'électricité qui augmente et la destruction de ses batteries après 19 ans, c'est ça l'écologie. Non, c'est juste pour donner aux copains de Macron. Il crée le problème pour arriver en sauveur et les moutons y croient. Le déstockage du surstock et peut-être Nicolas, je voulais vous faire, allez-y puis je vous ferai réagir sur ce que disait Éric Revel à propos de cette interview accordée aujourd'hui par le président de la République aux Échos. Nicolas Corato. Oui, je voulais continuer sur ce que disait Michael Darmon. Je pense qu'effectivement, c'est un sujet qui
qui doit arbitrer entre finalement la gestion technocratique ou experte du sujet et la gestion politique. Finalement, tout ça, c'est une affaire de planification, pardon d'employer un gros mot. Mais on le voit bien dans cette histoire de la transformation écologique et dans la transformation du secteur automobile. Il faut qu'on passe et qu'on transforme entièrement une filière et qu'on prépare la population, y compris financièrement, à pouvoir accéder aux nouveaux biens de consommation. Ça ne se fait pas en une journée ou en une semaine. Et là où je m'étonne, c'est que ce sujet n'est pas nouveau. Ce sujet, il n'a pas 2 ans, il n'a pas 3 ans, il n'a pas 5 ans. Non. Il a plusieurs années. Et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec une filière automobile qui est entièrement à rénover, avec de la casse sociale derrière. Il faut parler notamment de l'avenir des fonderies qui vont s'effondrer, qui doivent absolument être réindustrialisées. Et d'autre part, vraiment dans un schéma de planification, y compris sur notre capacité énergétique à gérer. Et je rejoins ce que disait Rafik Mati, les dindons de la farce là-dedans, c'est les classes moyennes. Ouais. Ni en conditions de ressources, ni en conditions de se payer les biens qui seront sur le marché. Bref, moi j'ai une seule question qui me vient en tête, c'est à quoi sert le haut commissaire au plan ? Oui, c'est une bonne question. On a 2 ans. Alors, on va marquer une toute petite pause et on se retrouve dans un instant pour y répondre et puis savoir si c'est du ressort du président de la République que d'annoncer, de faire ses annonces sur les voitures électriques. C'est ce que disait Éric Revel ce matin en tweet. On y revient dans un instant. À tout de suite. Avec vous jusqu'à 10h, le coup de gueule de Samy Sfaxi, c'était à propos des voitures, du prix des voitures électriques. Et effectivement, Éric Revel ce matin s'interrogeait sur l'opportunité du président de la République qui, dit-il, s'est tenu longtemps à l'écart du conflit raffinerie. Son statut était au-dessus de ce genre de sujet et là, il annonce un bonus pour une voiture. Est-ce que le président de la République doit intervenir sur ce sujet? Annoncer un bonus, c'est, dit-il, du niveau du ministre des Transports et pas du président de la République. Il n'a pas fait qu'annoncer le bonus. D'abord, il a aussi annoncé le timing du leasing social, qui était une de ses promesses de la campagne présidentielle, de savoir quand est-ce que ça sera mis en œuvre. Je rappelle, c'est quoi? C'est la capacité pour les ménages les plus modestes à avoir une voiture électrique en leasing pour moins de 100 € par mois. C'est quand même majeur quand on veut faire la transition écologique, arriver au zéro carbone en 2050. Il faut embarquer tout le monde. Et donc, je trouve ça tout à fait normal qu'il, sur la base de sa promesse, il nous explique quand est-ce qu'elle sera mise en œuvre, d'autant plus que vous savez que c'est la semaine du mondial de l'automobile. Donc, ça me paraît tout à fait normal qu'il puisse parler de ces sujets. Et sur les sujets, je dirais, de pénurie de carburant, il s'est exprimé sur France 2, vous savez, la semaine dernière. Donc, il est aussi à la manœuvre sur ce sujet avec le gouvernement et c'est bien normal. Michael ? En fait, c'est un peu le partage des tâches habituelles, c'est-à-dire à Matignon s'occupe des problèmes et on annonce les bonnes nouvelles à l'Élysée. Bon, c'est un grand classique en cas de crise. Voilà. Et il veut montrer qu'il est le volontariste, qu'il est sur l'avenir, qu'il est pour l'après, qui envoie effectivement un message aux classes les plus modestes. Non, ça montre aussi une forme de, je dirais, parce que c'était étonnant aussi le timing de communication. Après tout, pourquoi pas, hein. Les 2 têtes de l'exécutif qui s'expriment hier soir, puisque même si c'est une interview parue ce matin, on sait que les Échos, tout média publie la veille. Donc, de ce point de vue-là, on avait hier soir 2 annonces, 2 messages des 2 têtes de l'exécutif, ce qui montre quand même une forme d'inquiétude aussi sur le terrain. Qu'ils sont là. Et n'oublions pas que lors de, justement, vous faisiez allusion à la dernière intervention du président de la République, qu'il avait largement consacrée aux questions internationales, mais quand même, il avait quand même prédit que les choses reviendraient à la normale cette semaine. Oui, absolument. Bon, donc on n'en prend pas exactement le chemin. Donc il y a aussi cette espèce de il faut relancer une autre info pour ne pas faire en sorte qu'on ait un peu trop de mémoire, mais bon, on s'en souvient quand même. Paul Midi, vous, c'était un coup de gueule? Oui, moi, un coup de gueule sur la marche d'hier, parce que je ne sais pas si vous avez vu les propos de Sandrine Rousseau, qui a dit au début de la marche, je rassure Emmanuel Macron, il aura toujours la tête sur les épaules à la fin de cette marche. Franchement, c'est scandaleux, à double titre. Parce qu'il y a une double référence. Une journée d'hommage à Samuel Paty. À la fois, effectivement, c'est à nouveau des références révolutionnaires où on pourrait laisser croire que effectivement on pourrait couper la tête du président de la République. Non mais quelle indécence. Et en plus, deuxième référence, c'était le 2e anniversaire de la mort de Samuel Paty. Franchement, à un moment, il va falloir qu'ils réfléchissent un tout petit peu avant de parler. Ça fait en plus écho, souvenez-vous, aux propos de M. Corbière, qui remettait en cause en disant peut-être que M. Paty n'aurait peut-être pas dû utiliser comme matériel pédagogique les caricatures. Franchement, je pense qu'il va falloir
arrêter d'avoir ce type de propos. Je ne sais pas si c'est pour cacher l'échec de leur marche qui n'a réuni 30 000 personnes. Mais vraiment, je demande 150 000 selon les responsables, les organisateurs. Hein. C'est toujours 29 500 selon le cabinet Occurrence qui est supposé indépendant. Nicolas ? Oui, moi, je ne sais pas ce que cachent les éléments de langage de Renaissance par rapport à cette marche d'hier. Et indécence pour indécence, je trouve assez indécent de convoquer la mémoire de Samuel Paty pour évoquer un conflit politique ou un débat politique. Je trouve que c'est pas à la hauteur de l'enjeu. Dans tout ça, quand même, il y a un mot que vous ne prononcez pas, que le président de la République ne prononce pas, que la première ministre ne prononce pas, c'est le mot des salaires. Ce mot, apparemment, est tabou. On nous parle de chèques, on nous parle de primes, on nous parle de coups de pouce à la pompe, non, mais ça fait 6 mois. On ne nous parle pas des salaires. Et moi, j'aimerais, en réaction à cette marche qui a été plutôt réussie, même si j'imagine que les organisateurs s'attendaient à plus, moi, j'aimerais, en réaction politique, qu'on fixe la politique gouvernementale ou qu'on me montre la politique gouvernementale en matière de politique des salaires. Quelle est la position de la majorité présidentielle par rapport à l'inflation et donc en retour à la politique pro-salariale? Je ne parle pas de primes sans cotisation sociale, je ne parle pas de chèques sans salaire derrière, je ne parle pas de coups de pouce à la pompe, je parle de salaire. Quelle est votre position sur les salaires sans convoquer, s'il vous plaît, les mânes de tel ou tel martyr de la laïcité? Alors, la position de la majorité présidentielle, elle est très claire depuis plusieurs mois. Non seulement on a utilisé tous les leviers qu'on pouvait pour augmenter les salaires qui sont à la main de l'État. Nous avons augmenté les retraites, nous avons augmenté les allocations sociales, nous avons augmenté tous les fonctionnaires au travers du point d'indice. Le mécanisme automatique du SMIC a permis au SMIC d'augmenter de 8% sur 12 mois à comparer une inflation de 5 à 6%. Et ça, c'est pour tout ce qui est à la main de l'État. Et pour tout le reste, puisque l'État ne fixe pas les salaires dans le secteur privé, nous l'avons répété avec le gouvernement, avec Bruno Le Maire, avec la Première ministre, le Président de la République, je le répète moi aussi, nous demandons à toutes les entreprises qui le peuvent d'augmenter les salaires et de prendre en compte l'inflation. Et donc c'est très très clair. C'est très très clair. Et d'ailleurs, vous regardez ce qui s'est passé chez Total et chez Esso, nous avons laissé du temps au dialogue social pour que les salariés et la direction d'entreprise puissent trouver un accord qui a d'ailleurs permis d'augmenter les salaires. Et la Première ministre, hier soir, a bien rappelé qu'elle demandait aux directions de toutes les entreprises qui le peuvent, il ne faut pas fragiliser certains secteurs, mais tous les secteurs qui le peuvent, d'augmenter les salaires et d'ouvrir au plus vite des négociations pour augmenter les salaires. Donc la position, elle est très claire. Demander, ça coûte pas cher. Non, mais c'est ça. En fait, ce qui est surtout très très clair, c'est que le gouvernement est commentateur dans cette affaire. Aucun gouvernement ne peut décider une hausse des salaires. C'est le sentiment qu'elle donnait Elisabeth Borne hier un peu. Au-delà du sentiment, peut-être dans le contexte, mais qui lui est très contraint, on en reparlera. Mais la réalité politique aussi, c'est qu'il n'y a aucune obligation légale qui incombe et qu'un gouvernement ne peut exercer pour décréter une augmentation des salaires. Il s'agit c'est du ressort de la sphère économique, c'est du ressort des entreprises. Et il y a un problème effectivement en France depuis des années, ça on le sait, parce que du côté des entreprises on a décidé que on ne voulait pas augmenter les salaires, d'où ce malaise qui gronde depuis quand même plus d'un an et demi, 2 ans, 3 ans. On entend le problème des salaires, il trouve sa résurgence là en ce début de deuxième mandat d'Emmanuel Macron pour des tas de raisons. Mais la réalité, c'est que vous avez fait la liste effectivement de ce que le gouvernement peut faire et ça s'arrête là. Oui, c'est ça. Enfin, ça touche quand même plusieurs dizaines de millions de Français. Oui, mais en France, on n'administre pas encore les salaires dans le privé et c'est une bonne chose, mais c'est vrai que cette question-là, à un moment donné, il va falloir qu'elle soit abordée. Mais je trouve que ça montrait, moi, plutôt, ça montre une impuissance, en fait, quelque part, de l'État, d'envoyer comme ça sur un 20h, il faut que les entreprises augmentent leur salaire. Et, en fait, c'est pas possible, ça peut pas être une espèce d'effet d'annonce, voilà. On parle aujourd'hui de crise des vocations, que ce soit dans la police, dans les armées, dans la médecine, dans l'hôpital, que ce soit aussi dans ces métiers très pénibles. Mais
En fait, c'est pas vraiment une crise des vocations, c'est une crise des salaires. Qui aujourd'hui dans l'enseignement veut aller dans des zones compliquées, bosser pour faire un travail usant, psychologiquement compliqué, pour 2000 € net par mois au grand maximum, en fait. Voilà. Et pour souvent un peu moins, pour 1800. Qui veut le faire? Et plus personne en fait ne veut le faire. Et on les comprend, ces gens-là. On les comprend. On s'imagine la dureté de. C'est l'heure 9h27 d'une pause pub et on continue et on parlera de la vision du gouvernement justement sur l'économie, parce que les patrons là-dedans on leur dit augmenter, mais augmenter quoi, qui, comment, c'est très pervers. À tout de suite. On est ensemble jusqu'à 10h pour commenter l'actualité avec Michael Darmon, Samy Sfaxi, Paul Midi, Nicolas Corato. Peut-être qu'on va continuer avec votre coup de gueule, enfin votre observation, Michael Darmon. C'est pas vraiment un coup de gueule, mais qui rejoint notre débat. C'est un coup de projecteur et puis au fond une forme de sollicitude à l'égard d'Elisabeth Borne, parce que on l'a bien vu hier. Bon, elle a fait tout ce qu'il fallait. Il y avait le col roulé, il y avait tout le look sobriété, voilà, lancé par Bruno Le Maire. Mais pas totalement un col roulé. Hein. Le col était pas. Je suis pas non plus spécialiste, j'avoue, voilà, mais ça me fait toujours penser à cette réflexion d'un responsable d'un pays arabe à l'époque du premier choc pétrolier, qui disait allez-y, mettez des cols roulés, il y aura bientôt plus que ça que vous pourrez faire rouler. Et mais c'était en fait au-delà de cela, on sent son impossibilité, on sent l'équation impossible, parce que au fond elle est aujourd'hui à la tête d'un gouvernement, mais héritière d'une tradition d'un dialogue social français qui est dans l'impasse. C'est-à-dire que on l'a vu lors du dernier quinquennat, on avait le président Jupiter. Là, maintenant, il se retire et il ne parle que de dialogue social. Mais le problème, c'est que lorsque l'État se retire, on dit où est l'État. Lorsque l'État est là, on lui dit mais vous êtes beaucoup trop vertical. Donc, on est de toute manière globalement face à, je dirais, maintenant à l'impasse de la culture politique et du dialogue social en France. Et puis, elle subit le contexte politique, c'est-à-dire la perte de l'outil de la verticalité, qui est l'outil structurant de la Ve République, mais qui, à cause de cette assemblée, qu'il est de bon ton de dire qu'elle est formidable, parce qu'elle restitue la diversité française et tout, reste à des courses quand même. Vous avez un président qui est totalement désemparé. Parce qu'il n'a plus le jouet de la verticalité. Il appuie sur le bouton, ça ne marche plus. Parce qu'avant, vous aviez un groupe qui était au garde à vous et qui vous est tout passé. Donc, dans la situation actuelle, qu'est-ce que ça aurait changé? Dans la situation actuelle, ça aurait peut-être pu changer une démonstration d'autorité. Mais vous avez un ensemble d'éléments qui, aujourd'hui, installent le malaise de ce début de deuxième mandat. Vous avez la perte de la verticalité pour l'exécutif. Vous avez le regain des corps intermédiaires qui avaient été marginalisés et par Emmanuel Macron et par le mouvement des Gilets jaunes corollaire au dernier mandat. Et vous avez tout le contexte des multicrises qui continue. Donc de ce point de vue-là, hier on sentait tout cela. Vous l'avez trouvé comment, vous, hier? Parce que on la sentait totalement impuissante. Il n'y a aucune marge de manœuvre politique. Quand elle dit... La ristourne, c'est tout. Voilà, quand elle dit, quand un accord majoritaire a été trouvé, ce n'est pas normal qu'une minorité de salariés continue à bloquer le pays. C'est du café du commerce. Ça ne correspond pas à la réalité. Oui, mais ça ne correspond pas à la réalité de la vie dans les entreprises et de la façon dont les syndicats seront représentés. Ça ne correspond en rien. Parce que l'accord, il peut être majoritaire, mais on n'est pas majoritaire sur un secteur. Or, dans le secteur des raffineries, c'est la CGT qui n'a que faire de l'accord majoritaire, qui en plus avait lancé le mot d'ordre de mobilisation générale pour demain. On n'imaginait pas une seconde que la CGT allait dire vendredi, c'est formidable. Bien sûr. Et puis quand elle parle de réquisition hier soir, je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont écouté cette prise de parole en se disant comment ça, la réquisition elle a été annoncée il y a 6 jours. Bien sûr. Pourquoi est-ce que la Première ministre nous reparle de réquisition? C'est pas voilà, c'est ça. C'est pas d'ores et déjà dans les tuyaux. Et moi, je pense que dans ce contexte en fait de fragilité du gouvernement depuis les élections législatives,
même dire depuis un peu l'élection présidentielle, parce que c'était plus compliqué cette fois-ci pour Emmanuel Macron qu'il y a 5 ans, eh bien, il y a différents corps intermédiaires qui s'engouffrent en fait dans la brèche. Différents corps de métier aussi, les cheminots, les routiers, sans doute aussi les enseignants vont vouloir aussi avoir leur part du gâteau. C'est la grande crainte de l'exécutif. Voilà, donc il y a cette fragilité-là, et quand une bête est un peu à terre, eh bien, on en profite peut-être aussi pour, en tout cas, imposer et demander, et en tout cas, faire valoir ses revendications. Donc, je voulais dire qu'on a conscience quand même que son job n'est pas facile du tout. Oui. Voilà. Enfin, oui. Encore moins que... Oui, bien sûr. non, mais à l'époque, on était... voilà, le Premier ministre était... Je vous donnerai la parole dans un instant. Je vais entendre Nicolas Corato. Vous l'avez regardé hier, Elisabeth Borne, hier soir aux 20h de TF1. Moi, depuis le début de son arrivée à Matignon, je tends à penser que c'est plutôt une bonne première ministre, c'est-à-dire que malgré les circonstances qui sont extrêmement difficiles, elle remplit bien son rôle. Et je trouve qu'elle profite d'ailleurs d'une certaine manière de cette grande fatigue institutionnelle qu'on ressent au niveau de l'Élysée pour redonner peut-être un peu de poids à l'action qui a lieu à Matignon. Alors tout ça est très relatif, et d'ailleurs les instituts d'opinion reflètent plutôt que les Français partagent un avis très positif de cette première ministre qui n'en peut mais qui fait le job, quoi. Enfin, c'est un peu le résumé. Après, je partage l'avis de la grande fatigue institutionnelle. C'est vrai qu'on a l'impression d'avoir un président qui ne trouve plus sa place depuis que la majorité n'est plus que relative à l'Assemblée nationale, et qui hésite entre un positionnement très très régalien, très très au-dessus de la mêlée, et puis d'aller participer directement à la mêlée, voire même d'aller réquisitionner directement les raffineries. On a l'impression qu'effectivement il y a une valse hésitation entre sa volonté d'agir au plus près des Français et puis sa volonté de prendre du recul. Bref, on a l'impression qu'on a un exécutif un peu perdu, un législatif qui débat beaucoup. Et au milieu de tout ça, je suis d'accord, des corps intermédiaires qui reprennent un peu de vigueur. Moi, je trouve ça plutôt positif pour le débat démocratique. Je trouve ça plutôt positif pour la manière dont les Français s'emparent un peu plus de leur quotidien. La grande question quand même qui reste, c'est la capacité de cette majorité gouvernementale, présidentielle, à bien comprendre les enjeux qui sont en train d'avoir lieu dans le pays. Et moi, je reviens à cette question des salaires. On ne peut pas en rester à 1998, Lionel Jospin, l'État ne peut pas tout. Je pense qu'on a fait du chemin depuis. L'État a des leviers par rapport aux entreprises, notamment des leviers fiscaux. Je rappelle quand même que les aides aux entreprises aujourd'hui, c'est plus de 130 milliards par an, et qu'à partir de tout ça, l'État a les moyens aussi de forcer la négociation salariale lorsqu'elle fait échec sur le terrain. Parce que vraiment, on ne peut pas nous dire que l'État nous a mis à confiner un pays avec quelques normes et quelques ordonnances et n'est pas capable d'enchaîner sur une table ronde forcée autour des salaires. Oui, enfin, il y a une chef d'entreprise, Véronique, qui nous dit sur Facebook: j'aimerais bien augmenter les salaires, mais zéro perspective. Terreur d'une augmentation inconsidérée de l'énergie, augmenter les salaires pour ne pas les tenir et virer nos salariés. C'est compliqué, croyez-moi, je suis la moins payée dans ma propre boîte. C'est aussi tout un contexte économique. C'est qu'on n'a pas le sentiment non plus, si on prend l'ensemble du problème, qu'on va jusqu'au bout de cette volonté, d'augmenter les salaires. Il faut penser aux entreprises qui sont multiples, les petites, les moyennes, les grandes, et qu'on peut pas dire allez, tout le monde augmenter les salaires, c'est comme ça. Ça se passe pas comme ça. Alors Paul Midi, qu'est-ce que vous voulez répondre à notre débat? Il y a beaucoup de choses qui m'ont été dites. Elisabeth Borne, vous l'avez regardé Oui, bien sûr. Alors peut-être pour répondre au sujet des salaires, à nouveau, la meilleure façon d'augmenter les salaires, c'est de redonner les pouvoirs aux salariés. Et la meilleure façon de redonner les pouvoirs aux salariés, c'est d'aller au plein emploi. Parce que quand il n'y a pas de chômage et quand il n'y a pas de chômage de masse, les salariés peuvent choisir leurs entreprises. Combien d'emplois non pourvus aujourd'hui? Eh bien, et pour aller au plein emploi, vous savez, on a créé 1,5 million d'emplois sur le quinquennat dernier. Et pour aller au plein emploi d'ici la fin du quinquennat, il faut en créer 1,5 million supplémentaires. Donc c'est ça la trajectoire. La situation dans laquelle on est aujourd'hui, c'est justement qu'on a baissé le chômage et il y a donc plus de personnes qui peuvent trouver des alternatives à un certain nombre d'emplois qu'ils auraient pris dans le passé et qu'ils ne prennent plus maintenant parce qu'ils considèrent qu'ils ne sont pas assez bien payés. Voilà. Donc nous, c'est ça le monde dans lequel on veut aller. C'est le monde du plein emploi. Moi, je suis né il y a quasiment 40 ans
le pays n'a été que dans le chômage de masse. Il faut qu'on change de pays sur ce côté-là. Pardon, et qu'on parenthèse, aille le au plein nombre emploi d'entreprises. Pour redonner le pouvoir aux salariés. Oui, mais le nombre d'entreprises qui aujourd'hui n'arrivent pas à recruter. On parle beaucoup de l'hôtellerie, de la restauration, mais il y a les transports, il y a tout, les coiffeurs, enfin, il y a tout un tas de l'enseignement, il y a tout un tas de métiers qui ne trouvent plus aujourd'hui à embaucher. Bien sûr. Eh ben, il faut qu'ils utilisent. Eh bien, il faut qu'ils rendent leur métier plus attractif. Il y a augmenter les salaires, notamment. Ça, c'est dans le secteur privé. Et puis dans le secteur public, on a augmenté le point d'indice des fonctionnaires. On va augmenter, par exemple, les professeurs. C'est dans le budget qu'on est en train de discuter à l'Assemblée nationale, plus 10% pour l'ensemble des professeurs. Il faut qu'on prenne en compte cette nouvelle donne. Mais il faut être clair. La façon de donner le pouvoir aux salariés, c'est le plein emploi. Ça, c'est le premier point que je voulais mentionner. Oui. Le deuxième point, c'est que je vous vois très pessimiste sur la nouvelle donne qu'il y a à l'Assemblée nationale. Cette majorité, on a une majorité, elle est certes pas absolue, mais elle est relative. Mais moi, je suis nouveau député. Je suis là pour faire vivre cette nouvelle donne. C'est le message que nous ont passé les Français. Ils ont voulu qu'on ait cette majorité relative, qu'on trouve plus de compromis, plus d'accords. Pour l'instant, ça fonctionne. Cet été, on a fait passer le paquet pouvoir d'achat 20 milliards d'euros. On a fait passer une loi de finances rectificative. Il y a quelques semaines, on a fait passer une loi de réforme de l'assurance chômage. Aujourd'hui, on est en train de discuter le budget. Alors, effectivement, peut-être qu'on devra utiliser le 49.3 à la fin de la discussion. Sûrement. Mais pour l'instant, la discussion, elle se passe bien et il n'y a pas lieu de sortir un 49.3. Donc, il faut faire vivre cette nouvelle donne. Moi, je suis optimiste, on va y arriver, mais avec des méthodes et des positionnements qui sont différents par rapport à ceux du quinquennat précédent. Un auditeur me dit le plein emploi mort de rire. Il y a moins de chômeurs, mais plus de travailleurs précaires également. Et beaucoup d'employeurs aujourd'hui demandent de façon croissante aux gens d'être auto-entrepreneurs. Autour de moi, j'ai beaucoup d'entreprises dans la communication, l'événementiel, qui ne veulent plus salarier les gens, dans le journalisme aussi. Rien que pour parler de ces secteurs-là. Donc on a des gens qui sont dans des situations extrêmement précaires aussi. Oui, bien sûr, il faut en tenir compte. Alors sur les auto-entrepreneurs, quand même une majorité des auto-entrepreneurs, c'est une volonté. Parce qu'on a aussi dans la société une volonté de flexibilité, d'agilité. Les livreurs à domicile sont obligés de se constituer en auto-entreprise. Vous croyez que les journalistes aujourd'hui ont envie d'être auto-entrepreneurs? C'est le cas dans beaucoup d'employeurs. Vous connaissez mieux le milieu des journalistes que moi. Non, mais c'est un exemple. C'est ce que je vous dis, c'est pas normal. Beaucoup de salariés sont contents d'être avec un niveau d'agilité, de flexibilité, d'autonomie beaucoup plus fort que ce qu'ils avaient avant et avec cette vague aussi de télétravail. Donc il faut la prendre en compte. Mais par contre, pour ceux qui vivent un auto-entrepreneuriat subi ou des petits jobs qui sont subis, bien sûr, il faut se battre. Mais ça, c'est sûr. C'est vrai que moi, j'ai l'impression qu'on est en train de vivre là, finalement, le déconfinement social qu'on attendait tous. Parce que depuis 2020, depuis le Covid, on n'a pas eu de réforme sociétale, on n'a pas eu de réforme sociale, on n'a pas eu de réformes économiques qui ont été engagées par le gouvernement, tout simplement parce qu'on était dans un état d'urgence sanitaire, dans le quoi qu'il en coûte, et donc on ne s'est pas attaqué aux réformes structurelles du pays. Là, vous mettez les mains dedans. La réforme de l'assurance chômage, la réforme des retraites, le projet de loi de finances, la loi LOPMI qui va arriver. Donc en fait, on est dans un moment où, pour faire un bon explosif, il faut plein d'ingrédients. Et bien là, en fait, il y a une pincée d'assurance chômage, une pincée de retraite, une pincée finalement d'un patron de Total qui va s'augmenter de 52% dans ce contexte-là. Une autre pincée d'un autre facteur, et donc on obtient finalement un bâton de dynamite rempli de TNT qui peut exploser à tout moment. Et j'ai l'impression qu'on est un peu dans ce moment-là et que chacun y met de son ingrédient. Oui, alors, je pense qu'il faut faire attention. Pardon, je ne veux pas parler de en particulier, mais avec tous les va-t-en-guerre. On a suffisamment de va-t-en-guerre dans ce pays, et en particulier à l'Assemblée nationale, à l'extrême gauche, à l'extrême droite. Moi, je plaide, à titre personnel en tout cas, pour un peu d'apaisement. On a effectivement des changements majeurs à mettre en place. C'est la transition écologique, c'est un certain nombre de réformes sociales, c'est la réforme des retraites, qui est quelque chose d'absolument majeur, qui impacte la vie de tout le monde. Et il faut qu'on puisse le faire d'une façon apaisée. Et donc moi, je vois un petit peu trop de responsables politiques qui, en fait, rêveraient du grand soir. C'était le cas de Mélenchon hier. C'est l'imaginaire. Il a réuni 30 000 personnes. C'est le cas de toutes les prises de parole des députés LFI à l'Assemblée nationale qui rêvent qu'il y ait une révolte sociale, que le gouvernement soit renversé. Moi, je plaide pour qu'on mette un petit peu d'apaisement, parce qu'on ne fera pas évoluer les choses dans le bon sens si on n'est pas un peu plus apaisé,
qu'on s'écoute, qu'on dialogue, qu'on discute dans le respect. C'est vraiment le message que nous ont passé les Français à la dernière élection présidentielle. Donc je pense qu'il faut qu'on le fasse tous collectivement. Allez, petite pause. Oui, Nicolas. On marque une pause, je vous donne la parole. Je suis heureux qu'on en revienne à l'injonction à la bienveillance, mais je pense que ça ne passera pas le cap de la violence sociale qui aujourd'hui a lieu dans ce pays et qui existe, y compris chez les auto-entrepreneurs. Oui, vous êtes d'accord avec ça. On va en reparler dans un instant. À tout de suite. Avec vous sur Sud Radio, on est ensemble jusqu'à 10h avec Mickaël Darmon, Samy Sfaxi, Paul Midi et Nicolas Corato. Nicolas, vous vouliez réagir sur ce que nous disions précédemment ? Oui, moi je m'inquiète quand même de voir un peu le déni de réalité dans lequel est en train de s'enfoncer la majorité présidentielle par rapport aux besoins sociaux qui sont en train de s'exprimer. Le problème n'est pas la forme dans laquelle ils s'expriment, est-ce qu'ils sont violemment exprimés ou pas. Je dirais que d'une certaine manière, ça c'est le jeu malheureusement de nos rapports sociaux et de notre dialogue social en France depuis des décennies. Le problème c'est la réalité de cette violence sociale qui s'exprime dans le pays et qui est ressentie par les Français. Je prends un exemple sur la pénurie. Je pense que le sujet des pénuries, ce que veulent les Français, alors vous parliez Paul, et vous avez raison, il y a certaines catégories de salariés qui sont au télétravail, qui sont dans un monde tertiaire où finalement on peut rester chez soi, travailler depuis chez soi, etc. Mais c'est pas la majorité des gens dans ce pays. C'est 1 million de personnes. Vous avez affaire à une population française aujourd'hui qui doit passer à la pompe. Son problème, c'est pas de trouver ou pas de trouver de l'essence. Quand on aura de l'essence, le problème ne sera pas réglé. Le problème, c'est que l'essence restera chère et que leur salaire n'aura pas suffisamment augmenté. On est dans une problématique du pouvoir d'achat depuis des mois. Depuis des mois, vous refusez de parler de la thématique du pouvoir d'achat. Non mais ce mot, vous l'avez quasiment banni. C'est pas vrai. Jusqu'à le mettre dans une loi, moi, je suis député depuis 3 mois. Il la a fallu première loi qu'on a passée, des élections c'est une loi sur le pouvoir d'achat. 20 milliards d'euros mis sur la table. Pour qu'enfin vous remettiez le pouvoir d'achat sur la table. Moi, je le dis, à un moment ou à un autre, il faut faire attention en ce pays. Vous parliez de violence et vous avez raison. Vous rappelez notre responsabilité par rapport à l'apaisement. Regardez quand même l'histoire récente du précédent quinquennat. Pour débloquer 10 milliards d'euros, il aura fallu une crise sociale absolument cataclysmique et quasiment inédite qui a été celle des Gilets jaunes dans les... C'est 20 milliards d'euros qui ont été débloqués. Vous ne croyez pas que cette conclusion est restée dans l'imaginaire des Français qui considèrent que sans le rapport de force, il n'y a rien à obtenir, on n'arrive rien à obtenir de cette majorité. Est-ce que vous ne craignez pas en continuant à nous dire qu'il n'y a pas de difficulté et qu'il faut rester sage et apaisé, que vous ne craignez pas finalement de souffler sur les... Vous avez une responsabilité non pas institutionnelle, vous n'êtes pas comptable de tout, vous n'avez pas toutes les solutions, je suis d'accord, mais vous avez la responsabilité de trouver les bons mots par rapport aux bons mots MAUX. Et en ce moment, je trouve que vous trouvez les mauvais mots par rapport à des mots qui sont réels. Mais vous pensez qu'il y a c'est une question très sincère, qu'il y a une réelle colère dans le pays? Il y avait 50 000 personnes hier, même si on dit 150 000 comme le dit la France Insoumise, c'est pas les 3 millions de personnes qu'il y a eu, c'était en quelle année? En 92, c'est ça? 95. Il y avait, alors vous allez me dire, il y avait la grève du carburant, mais 150 000 personnes, entre 150 000 et 150 000 pour fâcher personne, c'est pas non plus une révolte populaire. Non, effectivement, on a entendu il y a quelques instants avec Nicolas un appel à la lucidité. Il faut être aussi lucide. Ouais. Hier, c'était un échec. Complètement. Jean-Luc Mélenchon une fois de plus, comme le début du mandat en 2017, crée ou veut créer le rapport de force face à l'exécutif. On se souvient qu'en novembre 2017, il a fini par dire je donne le point à Emmanuel Macron, j'ai perdu. Là en plus, Jean-Luc Mélenchon n'est pas à l'Assemblée, donc il a de toute manière un enjeu personnel également d'existence. Alors hier, il a convoqué le Front Populaire. Il y a quelques jours, il convoquait la Révolution française, donc il a un peu recadré avec une référence qui était un peu plus cohérente, on va dire, même si elle reste aussi encore en dehors de la réalité. Donc de ce point de vue-là, on voit bien que le besoin de conflictualité dans la rue de la NUP, qui n'est au fond qu'un cartel électoral. Il faut rappeler que la NUP a réussi à rassembler le total gauche classique. Certes, elle le fait avec une efficacité politique électorale, mais qui a vocation, même déjà on l'entend au sein de la NUP, on entend déjà les gens le dire, pas encore officiellement, mais déjà les gens le dire, de toute façon ça ne va pas durer, ça ne peut pas durer, pour des tas de raisons qu'on ne va pas maintenant exposer. Donc de ce point de vue-là, oui, il faut bien comprendre hier que c'était un peu le chant du cygne.
parce qu'il n'y aura pas de, il n'y a pas de levier. Ça n'est pas la NUP qui a créé ou l'extrême gauche qui a créé les gilets jaunes en 2018. D'ailleurs, un 17 novembre, ça avait commencé un mois avant. Aujourd'hui, ça commence un mois avant. À l'époque, ça avait commencé un 17 novembre, mais parce que tout simplement, c'était le peuple face à la taxe. Ouais. Et là, de ce point de vue-là, aucun syndicat, aucun parti politique n'est efficace. Et si les gens décident que ça va trop loin, ils sortiront. Mais pour l'instant, on ne sent pas que... Vous pensez, vous, que la grève générale demain ne prendra pas? Elle va être, je dirais, à mon sens, elle peut être le miroir de la nouvelle vigueur des corps intermédiaires et des syndicats, mais je ne pense pas que ça ira. Sur la réussite ou non de cette manifestation hier, je suis un peu partagé entre Mickaël et Nicolas, parce que je pense qu'on ne mesure pas non plus aujourd'hui la colère sociale avec la mobilisation dans la rue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on exprime plus sa colère de la même façon. Avant, on allait manifester. Aujourd'hui, on peut exprimer sa colère aussi sur les réseaux sociaux. On peut aussi l'exprimer de différentes façons. Et hier... moi, je suis passé en observateur dans cette manifestation. C'est vrai qu'il y avait plutôt... C'était assez dense. Voilà, il y avait une foule assez compacte. Je pense qu'aussi, il y en a beaucoup qui n'ont pas pu venir à cause des voitures et justement de l'essence qu'il n'y avait pas et donc ils ne pouvaient pas se rendre à Paris. Maintenant, c'est vrai que c'était bien en dessous de ce qu'espéraient, je pense, les organisateurs. Mais dans tout ça, ce qu'il faut prendre finalement, c'est peut-être pas le nombre de personnes qui sont dans la rue, mais cette espèce de lassitude qui est en train de s'installer dans notre pays sur l'électricité, sur l'essence, sur les salaires, sur en fait une accumulation de choses qui fait que, eh bien, ça devient de plus en plus morose de vivre dans ce pays. On en parlait pendant la pub. Beaucoup se disent bon bah moi j'aimerais bien partir à l'étranger, alors que ces mêmes personnes-là ne mesurent peut-être pas la chance qu'ils ont de vivre en France avec tous les avantages qu'on peut avoir. Dès qu'ils ont un rhume, ils reviennent. Hein. Voilà. Mais cette espèce de lassitude et cette espèce de on est fatigué de tout ça. Peut-être que ça a plus d'importance finalement que le nombre de personnes qui étaient présentes dans la rue hier. Oui, moi, ce que je vois, j'étais évidemment tout le week-end dans ma circonscription et donc à l'écoute de tous les habitants de ma circonscription. Moi, c'est le plateau de Saclay. Vous avez senti une colère ? Je sens moins une colère qu'une inquiétude. Inquiétude sur deux sujets. D'abord, l'inquiétude la plus profonde, elle est sur la situation en Ukraine et la guerre aux portes de l'Europe. Vraiment en premier, avant le pouvoir d'achat et avant... Je vous assure qu'en inquiétude de fond, elle est très présente. Et la deuxième inquiétude qui est aussi très importante, c'est bien sûr le pouvoir d'achat et la situation économique et la capacité à avoir de l'essence, la capacité à pouvoir se déplacer, le fait que peut-être il y aura un certain nombre de grèves à partir de mardi. Et donc ces inquiétudes-là, nous on essaye d'y répondre. Vous parliez de 10 milliards d'euros après la crise des Gilets jaunes. Le premier texte qu'on a passé à l'Assemblée nationale, c'était une promesse de campagne dès le mois de juillet. C'était un paquet pouvoir d'achat de 20 milliards d'euros. Donc je dis pas que c'est le bout du monde, je dis pas que ça résout tous les problèmes. Mais en tout cas, c'est une amélioration importante, significative et qui est normale compte tenu de la situation d'inflation. On a bloqué les prix de l'énergie dans ce pays depuis plus d'1 an. On est le seul pays à avoir fait ça avec cette intensité. Et donc, il est important aussi de rappeler ces mesures qui sont mises en œuvre. Ça ne veut pas dire que tout est beau, tout est rose, tout est fantastique. Bien sûr, il y a beaucoup à faire. Mais il faut aussi se rappeler quand même ce qui est fait. Moi, ça rejoint ce que le sentiment que j'ai eu. Voilà, le sentiment que j'ai eu hier en regardant Elisabeth Borne, en vous écoutant également. Il y a ce que vous dites est vrai, puisque c'est passé, ce ne sont pas des mensonges. Ce qui est étonnant, c'est à quel point il y a un hiatus entre ce que vous faites et l'impact que cela rencontre. À quel point il y a effectivement on peut penser une inquiétude, une sincérité vis-à-vis de ces questions-là, mais à quel point, au fond, les gens n'écoutent pas. Alors, soit on fait comme on dit comme Monsieur Tesson, Sylvain Tesson en 2019, qui avait dit la France est un paradis peuplé de gens qui se croient en enfer. Et on se dit voilà vraiment quels enfants gâtés ces Français, parce qu'au fond ça nous renvoie à la manière dont on a été élevé depuis des années dans l'imaginaire du fait qu'on avait gagné la guerre, qu'on était les meilleurs, qu'on allait financer le paradis social ad vitam aeternam. Bref, la grande fiction de général de Gaulle pour pouvoir réconcilier à la sortie avec d'ailleurs les communistes à la sortie de la guerre. Mais aujourd'hui voilà le résultat, c'est il y a un problème de lucidité vis-à-vis de à la fois ce qui est fait par la puissance publique et à la fois de la réalité
aussi de la difficulté des Français dans la vie quotidienne. Ouais. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les quatre. Dans un instant, on va parler de l'AFP, de ses photos avec une exposition et un livre passionnant. À tout de suite sur Sud Radio et à demain pour les débats.